Bonsoir à tous. Merci d'être restés aussi tard ce soir. Et désolé, je suis le dernier obstacle entre vous et le drink après. Donc je vais essayer de le rendre le plus agréable possible, cet obstacle, moi-même, dans les 40 minutes qui viennent, pour parler d'un sujet d'architecture. Je ne vais pas trop parler d'AWS ce soir, mais parler plutôt d'un sujet d'architecture. Comment vous pouvez concevoir des architectures qui résistent aux pannes. Parce que les pannes, ça arrive tout le temps. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, développeurs, architectes, pour changer des petites choses dans vos applications qui feront qu'elles sont plus résilientes aux pannes? Parce que les pannes, ça arrive tout le temps et ça se présente parfois sous la forme tout à fait inattendue, le truc qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, on a tout mis en place, on s'attendait à ce que tout fonctionne comme sur le plan, et puis il y a toujours cette requête un peu bizarre, ce client qui se comporte un peu différemment de ce qu'on avait prévu. Et devinez ce qui va se passer. Au début, tout va bien. Et puis un petit truc peut faire une cascade d'événements. Et c'est souvent la cascade d'événements qui est difficile à contrôler. Ce n'est pas le truc initial, c'est cet enchaînement de choses plus ou moins imprévisibles. La meilleure part de la vidéo, là, c'est maintenant pour moi. Parce que c'est aussi un sujet, c'est comment revenir à la normale une fois qu'on est en situation dégradée, une fois qu'on est en situation de panne, comment est-ce qu'on peut revenir à la normale le plus rapidement possible. Donc construire des systèmes distribués, aujourd'hui c'est difficile, vous êtes en microservices, vous êtes en serverless, avoir une visibilité globale, comprendre le système globalement c'est compliqué, et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que votre architecture va se planter. Ce n'est pas tellement savoir quand ça va se planter, c'est ça va se planter. Et donc il faut être préparé à ça, ou se préparer le plus possible en tout cas, et mettre en place des barrières de sécurité, pas comme celle de la vidéo, mais qui permettent d'éviter, non pas d'éviter les plantages, mais de continuer à fonctionner en cas de plantage, peut-être de récupérer en cas de plantage, c'est encore mieux de pouvoir faire du self-healing. Donc la résilience, c'est la capacité pour un système à pouvoir fonctionner en cas de dégradation. Une sous-partie du système ne fonctionne plus, vous avez tel API qui ne répond plus, vous avez telle base de données qui ne répond plus, mais pouvoir continuer à servir des requêtes, peut-être dans un mode dégradé, vous n'avez pas la 100% des fonctionnalités offertes, et éventuellement pouvoir récupérer à partir du moment où les conditions redeviennent correctes. En gros, c'est pouvoir faire ceci, pouvoir continuer à travailler en mode de failure partielle. Ici, on change un pneu. Il y a le deuxième pneu qui arrive. Voilà, je vais arrêter avec les vidéos après ça, c'était juste pour garder votre attention au début. C'est pas que de la technologie. Évidemment, il y a l'infrastructure. Il faut s'assurer que les machines fonctionnent, que le réseau fonctionne, etc. Le réseau, c'est important. Les données, où sont vos données? Est-ce qu'elles sont repliquées? Est-ce que vous avez des backups? Je ne vais pas vous embêter avec des backups. J'ai une version plus longue de ce talk où je parle des backups également. Je me suis dit un jeudi soir à 5h30, c'était peut-être pas le meilleur moment pour parler backup. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos applications? Et c'est de ça que je vais parler. Quels sont les design patterns que vous pouvez appliquer en termes d'architecture? Et puis aussi les gens. L'effet Jean. Et Jean écrit J-E-A-N dans une des boîtes où j'avais travaillé avant. Il y avait Jean. Et Jean, c'était le mec, il était capable de fixer un problème en prod, de téléphoner à sa mère et de faire le design d'une nouvelle application et de faire une review de code en même temps. Et quand on avait un problème, si Jean n'était pas là, on avait un problème. Si Jean était là, c'était pas un problème, ça allait. Et donc, il y a la résilience des personnes également. Quels sont les plans que vous avez mis en place pour pouvoir continuer à fonctionner en tant qu'entité business en vous passant de personnes clés dans votre organisation? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour éviter d'avoir votre business qui dépende d'une personne? Je vois vos sourires que vous connaissez des gens. il y en a chez vous également. Bien, alors je vais faire un catalogue de design patterns et le premier, il a l'air évident, hein, c'est la résilience au niveau géographique. Et pour ça, je vais un tout petit peu parler d'AWS, c'est presque la seule fois que je vais le faire dans le talk, mais si vous déployez dans le cloud, vous savez que vous avez la possibilité de déployer vos applications et vos données dans plusieurs régions. Chez Amazon, on a 22 régions, celles qui sont en bleu sont déjà disponibles, celles qui sont en orange, rouge ont déjà été annoncées, Madrid, Milan, Cape Town et je ne sais plus, Jakarta.
là-bas. Et donc, quand vous déployez une architecture, vous allez choisir une région, et dans cette région, il y a ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Les autres vendeurs de cloud ont quelque chose d'équivalent. Une zone de disponibilité, c'est vraiment un groupe de data centers. Donc, on a plusieurs data centers dans chaque zone de disponibilité. Et ce qui est intéressant avec les zones de disponibilité, c'est qu'on expose clairement à vous, on documente quels sont nos risques et quelles sont nos limites en matière de risque. Donc, la promesse d'une zone de disponibilité, c'est que si l'une tombe, l'autre ne tombera pas pour la même cause. Elles sont indépendantes en matière de risque. Concrètement, ça veut dire réseaux différents, infrastructures électriques différentes, comme ça même s'il y a une petite panne de courant à 21h20 le soir, la zone de disponibilité ne tombe pas. Ça veut dire aussi qu'elles sont isolées en matière de risque de tremblement de terre, d'inondation, qu'on n'a pas deux data centers qui sont dans le prolongement de la même piste de décollage ou d'atterrissage d'un aéroport. Enfin, c'est un ensemble de risques. Je ne parle pas juste de risques informatiques ici. Et beauté des maths, pour rendre un système disponible, souvent il suffit de le doubler, de le tripler, de le quadrupler. Au plus vous augmentez le nombre de systèmes qui fonctionnent en parallèle, ça peut être des copies d'un fichier, ça peut être le nombre de machines dans un système distribué, stateless. Vous augmentez dramatiquement la disponibilité du système puisque c'est proportionnel au carré du nombre de machines que vous joignez. Donc dans le cloud, vous allez faire des architectures typiquement comme celle-là, avec un load balancer, avec vos machines virtuelles sur plusieurs zones de disponibilité et vos bases de données sur plusieurs zones de disponibilité également. De manière à ce que quand on perd une zone de disponibilité, et rappelez-vous, ce n'est pas la question de savoir si on va la perdre, c'est quand on va la perdre, tout plante, et pas plus chez nous qu'ailleurs, by the way, le système continue de fonctionner avec les autres zones de disponibilité. La base de données ici redevient base de données master et votre système peut recommencer à fonctionner. Pour la plupart des applications, c'est très bien, vous n'avez pas besoin de plus. Il peut y avoir quelques secondes, peut-être quelques minutes pour basculer les bases de données, mais la plupart des applications business sont très contentes ou se satisfassent de ce genre de résilience. Donc commencez par le commencement, ne déployez pas tous vos œufs dans le même panier, mettez vos virtual machines, vos bases de données sur plusieurs zones de disponibilité, ou utilisez des services AWS dits régionaux qui, eux, connaissent ce principe de zone de disponibilité et les intègrent dans leur design. Sur Amazon S3, quand vous déposez un fichier sur S3, automatiquement il sera repliqué sur 3 zones de disponibilité. Même chose pour DynamoDB, même chose pour les load balancers, même chose pour le DNS, etc. Et finalement, il y a peu de services qui sont dépendants d'une zone de disponibilité. Ce sont les services qui dépendent d'une virtual machine ou RDS, par exemple. Autoscaling, et de nouveau, je ne parle pas nécessairement de l'autoscaling d'AWS, mais de l'autoscaling des clouds en général, c'est aussi un moyen très simple d'introduire de la haute disponibilité dans vos applications. C'est un truc tout bête à faire, mais autoscaling, vous le connaissez peut-être comme le service qui va créer des machines virtuelles quand vous avez plus de charges, qui va tuer des machines virtuelles quand vous avez moins de charges, s'occuper de l'enregistrement de ces machines virtuelles ou du désenregistrement auprès des load balancers. Ça, c'est l'autoscaling qu'on a appris à l'école, j'ai envie de dire. Mais autoscaling, il fait aussi des choses vraiment de base. Il monitore la santé d'une virtual machine. Et si la virtual machine, elle répond plus, s'il n'y a plus d'activité CPU, il va le remplacer automatiquement. Donc, vous pouvez créer des autoscaling groups de taille de 1. Et simplement, si la machine arrête de répondre à un moment, elle sera remplacée automatiquement. J'ai fait ça pendant des années sur mon site blog, mon site web perso, par exemple. C'est le cluster du pauvre, finalement, parce qu'il ne faut pas d'infrastructure iSCSI comme dans le temps, ou du réseau, ou des choses compliquées. Et vous avez un système qui redémarre vos machines quand elles crashent après quelques secondes, quelques minutes, le temps de détecter qu'il y a un crash et de redémarrer une machine. Donc ça, ce sont des moyens tout bêtes que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser aujourd'hui en utilisant les différents cloud providers, simplement pour répartir vos risques sur plusieurs zones de disponibilité. Maintenant, au niveau application, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau application? Je voudrais donner 3-4 design patterns que nous avons observés chez nos clients, mais que nous utilisons chez nous également en interne, chez Amazon, Amazon.com, le retail, pour construire nos systèmes. Le premier, c'est d'essayer de travailler de façon le plus asynchrone possible, éviter tout synchronisme quand il y a moyen d'éviter du synchronisme. Éviter qu'un process attende un autre process, parce que si ce process ne revient jamais, si timeout, etc., vous allez devoir gérer ces timeout. L'autre problème des process
Synchrone, c'est que vous êtes bloqué pendant que vous attendez le retour là, et vous êtes dépendant d'un système que vous ne contrôlez pas nécessairement. Donc chez Amazon, comme design pattern, on essaye toujours de travailler en mode asynchrone, et pour travailler en asynchrone, quoi de mieux que d'utiliser des files d'attente, des queues. SQS, chez nous, c'était le premier service AWS il y a 2006-2005 en bêta. Quand un front-end doit appeler un back-end, plutôt que faire un appel synchrone, vous postez un message dans une queue, vous retournez à l'appelant directement l'ID de ce message ou l'ID de la transaction. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir dans le fond de la salle, le bleu sur le noir, c'est pas top. Vous déposez le message dans une queue. Des workers et une flotte de workers élastiques prend les messages. Ce n'est pas nécessairement les mêmes tailles d'instances d'ailleurs, vous n'avez pas besoin peut-être de la même capacité CPU ou mémoire, donc ça permet aussi de mieux répartir vos coûts entre différentes flottes d'instances. Vous mettez le résultat quelque part en base de données en cache et vous envoyez une notification à l'API ou à l'utilisateur en disant que les données sont disponibles et l'utilisateur peut aller chercher les données dans le cache. C'est une design pattern, il y en a des tas d'autres, mais l'idée c'est vraiment de découpler les API synchrones des API asynchrones. Un autre avantage des queues, et quelque chose qu'on utilise beaucoup chez nous également, c'est de pouvoir découpler le trafic par priorité. Si au lieu d'avoir des appels synchrones d'API par HTTPS, vous utilisez des files d'attente, vous pouvez très bien avoir une file d'attente pour les jobs normaux et une file d'attente pour les clients prioritaires. Peu importe comment vous définissez les clients prioritaires. Ça peut être des clients, des personnes physiques qui ont payé un peu plus cher que les autres et donc qui sont prioritaires. Ça peut être des process qui sont plus importants que d'autres. Ça peut être des process de recovery en cas de panne, ceux qui ont la priorité pour ramener le système en vie. Et donc vous pouvez avoir différentes flottes de workers qui vont traiter les messages à différentes priorités, ou alors aller d'abord chercher les messages à haute priorité, et puis si cette queue-là est vide, seulement aller chercher dans l'autre. C'est une stratégie un peu dangereuse à long terme, parce que vous risquez d'aller jamais chercher les messages dans l'autre, donc soyez sûr d'utiliser la bonne stratégie. Utiliser des queues, je parle des SQS ici parce que j'ai un logo AWS, mais il y a plein de systèmes de queue, MQTT marche très bien sur les mobiles et sur les applications web, c'est de la queue aussi, du PubSub permet de communiquer avec un grand nombre de clients de façon assez efficace. Qui a regardé la durée par défaut des timeouts de ces drivers bases de données récemment? Personne? Je sais qu'il est tard, jeudi soir, mais quand même. J'aurais espéré quand même une main ou deux. Oui? Merci. Timeout, back-off et retry. C'est tout con, mais ça peut vous sauver la vie. Vous avez ce cas-ci, vous avez des utilisateurs qui appellent une app, et l'app, elle tourne sur un app serveur Java, par exemple. Donc vous avez un pool de connexions qui va chercher des connexions et qui écrit dans une base de données. Imaginez que votre base de données commence à ralentir pour une raison X, Y, Z. Ça peut être des problèmes d'I/O, des problèmes de mémoire, trop de charges sur la base de données. On reparlera base de données un peu plus tard. Donc, que se passe-t-il quand la base de données ralentit? Vous avez un client qui appelle. Évidemment, vous avez un timeout là-bas, vous avez un timeout côté client, mais vous n'avez pas vérifié vraiment le timeout côté back-end. Imaginons qu'il soit long, qu'il soit très long, ou qu'il soit plus long que celui-là, ce qui arrive assez souvent, ou qu'il soit infini, parce qu'il y a certains drivers de base de données qui, par défaut, mettent un timeout infini. Je donnerai un exemple après. Que se passe-t-il à ce niveau-là? Vous avez une première requête qui arrive, on fait une requête vers la base de données, vous consommez une connexion de votre pool de connexions, elle ne répond pas, elle timeout. Elle timeout, pas de gestion du timeout ou mauvaise gestion du timeout côté app server. Une certaine gestion du timeout côté client, après un certain temps, il va se dire « Ah, ça ne marche plus ». Donc, vous appliquez ce que vous avez appris à l'école, je vais réessayer. Évidemment, on réessaye. Deuxième connexion utilisée, deuxième timeout. Donc on réessaye, et on réessaye. Et vous n'avez pas un client, vous en avez 2, 3, 4, 10, 100, 1000. Et donc très rapidement, votre pool de connexion va expirer, être exhausté, et il n'y aura plus moyen du tout de parler à votre base de données. On s'est déjà retrouvé dans cette situation-là? Oui, n'ayez pas peur, c'est normal, moi aussi, tout le monde. Donc il y a plusieurs choses à dire là. Comment est-ce qu'on pourrait éviter ça? Déjà une meilleure et une plus intelligente gestion des retries, je vais y venir. Mais avant ça, commencez à regarder les timeouts là. Allez dans votre doc, regardez quel est le timeout par défaut, réglez un timeout, et un truc tout bête, assurez-vous que le timeout de la base de données soit plus court que le timeout client, parce que s'il est plus long, c'est le client qui va faire le timeout. Tous les systèmes ont des timeouts. Allez voir dans la doc, regardez.
Celui que je visais tout à l'heure, c'est celui-là. Par défaut, 0, par défaut, timeout infini. Donc si vous utilisez MySQL, soyez particulièrement attentif à cela et allez mettre un timeout, ne prenez pas la valeur par défaut. Dans votre code, vous pouvez utiliser des timeouts également. Il y a des tas de librairies qui vous permettent de gérer des timeouts. Ici, c'est un exemple en Python. Avec un simple décorateur sur votre fonction. Il existe la même chose pour Java et pour d'autres langages de programmation également, ce qui permet de simplifier extrêmement la gestion des timeouts dans le code. Donc soyez sérieux, mettez des timeouts, s'il vous plaît. What else? Je vous ai parlé de la gestion des retries et du back-off. C'est quoi l'idée du back-off? C'est plutôt que réessayer immédiatement quand il y a une erreur, c'est d'attendre un peu. Pourquoi? Pour donner le temps à l'autre de souffler un peu. Parce que si vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de clients qui font le retry tous en même temps sans attendre, vous allez aggraver le problème au fait. Et on a déjà eu des pannes à l'échelle. Il y a eu une panne lambda il y a 2 ans chez nous pendant quelques heures qui a été causée, peu importe par quoi elle a été causée, mais où on n'est pas été capable de revenir à la normale rapidement à cause des clients qui faisaient des retries et des retries et des retries et des retries. Et quand je dis les clients, ce n'est pas votre faute, hein, c'est notre faute. C'est dans nos SDK, on n'avait pas de politique de back-off. Depuis maintenant, quand vous utilisez nos SDK, on a des politiques de back-off et des tas de mécanismes pour s'assurer que les milliers, les millions d'applications qui ont été développées, qui utilisent Lambda, ne fassent pas toutes des retries de façon inconsidérée quand le système ralentit un peu ou est malheureusement indisponible pour quelques minutes. Même chose dans votre code de base de données. Donc faire un back-off, ça veut dire plutôt que réessayer immédiatement, réessayer après 2 secondes et faire un back-off exponentiel. Après, vous réessayez après 4 secondes, et après 8 secondes, et après 16 secondes, et éventuellement vous arrêtez après ça. Pourquoi? Parce que imaginez que vous ayez bien configurer le timeout là, que vous l'ayez mis à 10 secondes, le timeout de ce côté-là, bah celui-là il va foirer, celui-là il va foirer, celui-là il va foirer, mais là vous êtes après le timeout là. Donc finalement, après un certain temps, vos connexions vont se libérer, votre pool de connexions va récupérer des connexions valides, et ce retry là à 16 secondes, il a une chance de réussir, alors que l'autre n'avait pas nécessairement de chance de réussir. Ça va? Je suis clair? Alors si vous faites du back-off, il y a un truc à penser, c'est que si vous avez des milliers de clients qui font tous, en même temps, ils détectent un problème, et en même temps, ils font une reconnexion 2 secondes après, et en même temps, ils refont une connexion 4 secondes après, et en même temps, le back-off tout seul, ça ne va pas servir. Et ça, ce pattern-là, c'est celui qu'on observe ici. Donc ici, vous avez le temps, et là, vous avez le nombre de calls que notre système a reçus. Et on voit qu'il y a une très belle stratégie de retry, et de retry exponentiel, mais tous les clients réessayent en même temps, ce qui ne facilite pas nécessairement le recovery du système qui était impacté. Et donc ce qu'on conseille fortement, et ce qu'on applique nous en interne également, c'est d'introduire un jitter. Un jitter, c'est un mot compliqué pour dire, mettez un peu de randomitude, mettez un peu de randomness, mettez un peu d'aléatoire là-dedans. Et donc un jitter, c'est simplement aller rajouter un petit moment de temps, entre 0 et 1 seconde, entre 0 et 2 secondes, ça dépend un peu des systèmes, des API, qui va aplatir ce graphe-là, qui va faire que tous les clients ne réessayent pas en même temps. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais faire une stratégie de back-off exponentielle avec de l'aléatoire, avec du jitter, c'est quelques lignes de code. Ici, je suis désolé pour le bleu sur noir, je devrais changer ça. Ici, vous avez j'ai mon truc qui fonctionne là? Non. Donc, vous avez un getItem, on appelle une URL, on catch l'exception. Si on est au-dessus de max retries, on retourne quelque chose. Petit détail, c'est important cette ligne-là, parce que sinon, vous allez réessayer à jamais. Donc, comptez le nombre de retries. Il faut évidemment s'arrêter après un certain nombre de temps. Vous incrémentez votre compteur. Petit détail aussi, mais ne l'oubliez pas. Ça, c'est le jitter en vert, time sleep, 2 exposants n, donc ça c'est mon exponential back-off, et puis ma petite dose de random entre 0 et 1 seconde, histoire que tout le monde ne réessaye pas en même temps. Et après avoir fait ce sleep, on réappelle l'URL et ainsi de suite. Il y a des librairies qui font ça. J'ai pas d'exemple Python sur ces slides-là, mais il y a des librairies qui implémentent ça de façon automatique. On a fait des tests sur des systèmes chez nous quand on a commencé à généraliser cette stratégie de back-off et de retry. Donc on a le nombre de clients qui sont en concurrence et le nombre d'appels. La ligne du dessus, évidemment, c'est quand il n'y a aucune stratégie de back-off. Donc tout le monde réessaye immédiatement. Et les 2 lignes du bas, ce sont les lignes avec du jitter. Et on voit que ce sont les lignes les plus soft, où il y a le moins d'appels
au système de back-end, que ce soit une API, une base de données, par nombre de clients. Donc Jitter introduisait un tout petit peu de randomness. Si vous faites ça sur des bases de données, attention de ne pas créer des données ou de ne pas modifier plusieurs fois des données. Donc être capable de faire des opérations qui sont idempotent, je suis incapable de prononcer ça en anglais, mais des opérations qui, étant donné le même input, donnent toujours le même output. Alors c'est beaucoup plus facile à dire ici sur une scène devant vous en fin de journée que de le faire réellement dans les projets, je sais, et on pourrait faire un talk complet sur juste l'idempotence des opérations dans les bases de données. Implémenter des circuits breakers. Si vous savez que le système de back-end auquel vous parlez, que ce soit une API ou une base de données, peut casser, et de nouveau, tout va casser, c'est une question de temps, vous pouvez mettre un proxy entre les deux. Alors un proxy, ce n'est pas nécessairement un proxy réseau, hein, c'est une classe, une façade, un design pattern de façade de proxy, où l'appelant, plutôt que d'appeler le consumer directement, appelle le circuit breaker, et le circuit breaker se charge de monitorer le consumer. Et c'est le circuit breaker qui va éviter d'appeler le back-end si jamais il y a un problème sur le back-end, de manière à ne pas le surcharger. C'est toujours la même chose dans des systèmes à grande échelle. Si quelque chose est en phase de tomber, pas nécessairement mort tout à fait, mais les retries des clients peut l'achever. Donc si vous avez un animal malade, ça va le tuer. Et les exponential backup, les jitters et les circuit breakers rentrent tous dans la catégorie des outils que vous pouvez utiliser pour éviter d'achever votre animal malade, mais le laisser se soigner par lui-même. Une des librairies historiques pour faire du circuit breaker, c'est Hystrix. Je sais que c'est un tout petit peu vieux, c'est plus super bien maintenu par Netflix. C'était une librairie que Netflix faisait. Mais juste pour vous montrer le principe, parce que c'est le principe qui compte, et pas nécessairement la librairie ici, avec un exemple Spring Java, vous annotez simplement la méthode. Ici, c'est la méthode reading list qui appelle une API localhost machin, et vous l'annotez simplement en disant le fallback méthode c'est reliable, et reliable c'est une autre méthode qui, plutôt que de retourner des valeurs dynamiques retournées par l'API, retourne une valeur statique hardcodée. Alors ça pourrait venir d'un cache en mémoire, il y a des tas de stratégies ici, c'est juste pour un exemple. Mais l'idée, c'est tout va bien, on appelle cela. Si ça va pas bien, on renvoie des valeurs hardcodées. J'y reviendrai tout à l'heure, j'ai un autre exemple de valeurs hardcodées. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Je sais que c'est la fin de la journée. On y va. Health checks. Vous savez, health checks, ce sont ces petits pings que fait un load balancer à intervalles réguliers pour vérifier si vos instances, si vos virtual machines sont toujours valides, si vos applications répondent toujours bien. Et souvent, c'est le truc, en tant que développeur, on laisse tomber, ouais, on fait un health check sur slash, on vérifie juste qu'on a un HTTP 200 et tout va bien. Jusqu'au jour où tout va pas bien. Et on se rend compte que le health check, finalement, c'est important parce qu'en cas de panne ou de panne partielle, c'est ça qui va déterminer si le load balancer continue d'envoyer du trafic sur votre application, sur vos instances de vos applications ou pas. Donc être capable de rapporter un health check précis qui dit effectivement le système fonctionne ou le système ne fonctionne pas est important parce qu'il va y avoir des décisions de cycle de vie de virtual machine qui vont être prises sur le rapport de ce health check. En cas de non-health check, on pourrait terminer des instances et les redémarrer. Donc c'est important d'être précis. C'est aussi important de ne pas surcharger vos systèmes. Si le health check consomme énormément de CPU, de mémoire, etc., vous allez créer de la charge pour laquelle vous allez payer déjà, mais qui en plus risque d'aggraver la situation quand vous êtes dans des situations précaires en termes de ressources. Donc si vous avez un système avec plein de back-ends, le moyen le plus simple de faire du health check, et beaucoup de développeurs ne font que ça, c'est de faire un health check peu profond, shallow health checks. On demande juste aux instances de front-end, est-ce que tout va bien? Elles répondent oui, tout va bien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. C'est un premier niveau, et il y a des cas où ça vaut la peine, et j'y reviendrai. Mais si un de vos services en back-end meurt et que c'est juste votre instance qui répond sans vérifier le back-end, oui, tout va bien, peut-être que tout ne va pas si bien que ça. Alors, est-ce que ce service-là est important pour rendre les services de votre application? Ça dépend. Mais s'il l'est, ça vaut peut-être la peine de faire un deep health check. Et donc, quand vous recevez un ping en front, le front balance le même ping sur tous les systèmes en back pour aller dire est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que tu vas... Et seulement quand tout le monde va bien, ou en tout cas quand tous les composants clés de votre architecture vont bien, alors vous retournez un health check positif. Et si un des composants clés répond non, alors vous répondez un non.
Ça ne date pas du cloud. J'ai fait ça le siècle passé dans des infrastructures on-prem avec du mainframe. On envoyait un message par MQ Series à un mainframe IBM et on avait demandé aux développeurs COBOL de nous retourner de l'XML pour dire oui, ça va bien ou non, ça va pas bien. Donc c'est un principe d'architecture qu'on utilise depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en informatique, qui n'est pas spécifique au cloud. L'appliquer au cloud est important, surtout que c'est automatique là avec les load balancers. Quand les choses ne vont pas bien, n'allez pas ajouter de la charge inutile sur vos systèmes, et vous pouvez faire différents types de health check. Quand les choses ne vont pas bien, quand vous êtes en situation de crise, juste faire un shallow health check. Quand vous êtes en situation normale, faire un deep health check. Attention aux logs, attention aux caches. Si vous loguez beaucoup de choses juste sur le health check, vous allez générer des mégas plus de logs, ou des gigas de logs juste sur le health check. Et n'oubliez pas, dans le cloud, vous payez pour ce que vous consommez. Donc si vous générez des gigas de logs, vous allez payer pour ces gigas de logs également. Quand tout va pas bien, quand il y a des choses qui vont pas, il n'y a pas de honte à dire à certains moments « j'en ai trop, j'arrête ». Mais au moins préserver la partie vitale de votre système pour continuer à servir certaines requêtes ou certains clients en fonction du business model. C'est ce qu'on appelle du load shedding, c'est-à-dire plutôt que de tuer et de laisser tuer mes systèmes avec la charge qui augmente, avoir des systèmes qui rejettent de la charge après un certain niveau. Et c'est là que c'est entre l'art et la science, c'est quoi un certain niveau? Parce qu'il faut rejeter suffisamment pour garder votre système en fonctionnement, mais pas trop pour pas trop impacter les clients. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre avec du temps, monitorer, regarder, observer. La première chose à savoir, c'est, bon, ça vous savez évidemment, la latence d'un système va augmenter avec le throughput et va souvent augmenter de façon exponentielle. Et donc ce qui est important de savoir, c'est quelle est votre baseline, quelle est la charge nominale sur laquelle ça marche, ou la charge maximum, quelle est la latence maximum qu'un client peut attendre, quelle est la latence AP99 par exemple. Donc 99% des requêtes seront servies en déant cette latence-là. Et tout ce qui est au-dessus, on jette. On jette, ça veut dire je réponds immédiatement au niveau du front-end sans impacter le back-end, un HTTP 500 quelque chose pour dire désolé, pas maintenant, et on laisse les clients gérer. Alors, on n'a pas d'outils pour faire ça sur AWS, vous devez le programmer. Chez nous, ou Netflix utilise des proxys front-end, par exemple, qui peuvent être réglés dynamiquement pour accepter une certaine charge avant de passer la charge au back-end. Donc, j'avoue que c'est un peu triché, mais l'idée c'est de vous contrôler la situation avant que ce soit la situation qui prenne contrôle de votre truc. C'est vous qui restez encore maître de combien de requêtes arrivent par seconde et de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas. Il faut un client qui soit robuste évidemment, qui soit capable de répondre, de réagir quand le back-end dit « Ah, désolé, je ne réponds pas ». N'essayez pas d'être trop optimiste. Et rejeter, ce n'est pas nécessairement faire une erreur. Rejeter, ça peut être donner du contenu statique. Plutôt que d'aller chercher du contenu dynamique dans une base de données, vous retournez du contenu qui est en cache, ou vous retournez du contenu qui vient, qui est hardcodé, comme dans mon exemple avec Istrix, là tout à l'heure, on a quelque chose de hardcodé. Si vous êtes en situation de load shedding, où vous rejetez la charge, ne rejetez pas vos pings. Je vous laisse réfléchir. Parce que si vous rejetez les pings, vous allez dire au reste de l'infrastructure que l'application est morte, et donc on va commencer à tuer des machines, ce qui n'est exactement pas ce que vous voulez faire au moment où vous êtes en situation critique. Donc les pings doivent être servis, et doivent être servis avec priorité. Donc apprenez, codez quelque chose pour reconnaître ce que c'est qu'un ping. En général, c'est simplement une URL différente de quelque chose qui n'est pas un ping, qui est du rejet client normal. Netflix utilise ça, vous avez déjà vu l'écran de démarrage de Netflix, vous avez des tas de recommandations. Tout ça, ce sont des microservices qui donnent des recommandations pour vous en fonction de l'heure de la journée, de là où vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous avez regardé avant, etc. Mais si ce service ne marche pas, le client est suffisamment intelligent pour aller rechercher du contenu statique sur un bucket S3 qui, lui, a priori, est là tout le temps, voire même du contenu hardcodé peut-être dans le client. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je sais qu'il y a des choses statiques sur S3. Si vous ne le faites pas, vous pouvez arriver sur des pages comme ça. Vous avez une page, j'adore Reddit, je suis désolé pour eux, mais ce screenshot-là m'a fait rire, parce qu'ils ont bien conçu le truc. Il y a les différents blocs de la GUI, donc du client qui va chercher, mais l'API ne répond pas, et donc finalement le client se retrouve devant une page vide, alors qu'il aurait été assez simple finalement de mettre du contenu statique plutôt qu'un message d'erreur là. Donc
essayez de favoriser du contenu en cache, de favoriser du contenu statique, voire du contenu hard-codé, si vous n'arrivez pas à avoir de contenu dynamique. Même chose sur Amazon.fr, quand vous allez là, il y a plus de 200 microservices qui sont appelés pour gérer la page que vous voyez sur Amazon.fr, surtout, enfin si vous êtes connecté en tout cas, si vous êtes authentifié. Et tous ces services ont des fallbacks vers du contenu statique, vers du contenu caché, vers du contenu hard-codé, du contenu non personnalisé en cas de problème. Et le dernier, truffle sharding. Truffle sharding, l'idée c'est de limiter l'effet de souffle, le blast radius en cas de panne. Imaginez que vous ayez une flotte de serveurs, machines virtuelles, disons, qui sert des API. Et puis, vous avez plusieurs clients qui utilisent ces API. On a Monsieur Caro, Monsieur Cœur. Ça peut être des clients des applications, ça peut être des personnes, peu importe. Et tous ces clients, via le jeu du load balancer, il y a un petit problème d'alignement de mes flèches, là, enfin bon, vous avez compris. Tous ces clients envoient des requêtes. Et puis, il y a ce gars qu'on a vu au début dans la vidéo, la requête que vous n'avez pas prévue, qui se comporte un peu différemment et qui crache votre application server. C'est pas grave, le client est bien programmé, donc il va faire un retry. Le load balancer va distribuer la requête sur une machine qui reste vivante, et puis encore une, etc., etc. Donc l'effet de souffle là, c'est l'ensemble de vos clients. L'ensemble de vos clients sont impactés par la panne. Donc qu'est-ce que vous pouvez vous changer dans vos architectures pour ne pas impacter l'ensemble de vos clients en cas de panne ou de comportement erratique, on va dire, d'un client. Bien, l'idée, c'est... Pardon, oups, blast radius, j'en ai parlé. L'idée, c'est de compartimentaliser, c'est de créer des compartiments de manière à ce que moi, mes requêtes de moi, monsieur client X, n'aillent pas foutre en l'air toute ma flotte, mais uniquement une partie de la flotte. Et donc, cette partie-là, oui, elle pourra être down, et les clients avec qui je partage cette flotte-là, ben, ils seront impactés aussi, mais au moins tous les clients ne seront pas impactés. Et c'est pour ça que vous voyez souvent sur AWS, tiens, ça ne marche pas pour moi, et puis quelqu'un d'autre à côté, bah aussi, ça marche pour moi. Pourquoi? Parce que vous êtes compartimentalisé, vous n'avez pas accès à la même flotte, même si en apparence vous avez la même flotte. Et comme je vous l'ai montré avec ces vieux dessins, c'est pas un concept nouveau, c'est pas un concept qui s'applique qu'à l'informatique, c'est quelque chose qu'on fait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc comment ça pourrait marcher? Vous isolez vos API en cells, en groupes, et vous envoyez une partie du trafic à ces différentes cells. Alors, d'accord, il faut un routeur, il faut un truc qui soit capable de dire j'envoie le trafic de monsieur X sur la celle 1, de monsieur Y sur la celle 2. Ça peut être ces fameux proxys dont je parlais, celui de Netflix est en open source, le nôtre qui n'est pas en open source, enfin nous on utilisait proxy. Ça peut être du DNS simplement. Vous pouvez créer des noms DNS différents pour toutes ces différentes cells. Vous pouvez avoir des milliers de noms DNS. On a beaucoup de systèmes chez nous qui fonctionnent juste avec des noms DNS et on réalloue les cells sur des noms DNS. Ça a l'avantage de pouvoir scaler sur des milliers et des milliers de cellules. Mais donc on a de nouveau notre requête buggy là qui tue un serveur et puis qui réessaye et qui tue le deuxième serveur. Impact ici, 2 clients. Caro et Cœur. Tous les autres continuent de fonctionner parce qu'ils ne sont pas sur la même cell, la même partition logique que les autres clients. Donc le blast radius ici, c'est le nombre de clients divisé par le nombre de cells que vous avez, 2, 4, 6, 8 clients, 4 cells. Blast radius 2, j'ai 2 clients qui sont impactés. Comment est-ce qu'on peut encore faire mieux? De nouveau, un peu d'aléatoire. L'aléatoire va nous aider ici. Plutôt que distribuer les clients ensemble et dire Monsieur X, il va toujours sur la celle 1, je vais dire Monsieur X, il va se partager entre la celle 1 et la celle 2. Et Monsieur Y ou Madame Y, même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un mauvais exemple parce que j'ai la même association sur les deux. Si c'est aléatoire, ça devrait être vraiment dissocié complètement. Parce que si je fais ça, les requêtes qui tuent du carreau vont tuer 2 cells. Mais sur cette celle-là, sur la première, j'ai aussi le cœur et le pic. Le cœur va pouvoir toujours fonctionner parce que le cœur va utiliser l'host qui reste de la celle 1 et le pic, il est sur la celle 2. Et donc, on augmente le nombre de combinaisons possibles et donc on réduit l'impact client d'une requête erronée ou d'un client qui tuerait le tout. Donc, quel est le blast radius ici? C'est le nombre de clients divisé par le nombre de combinaisons possibles. Et souvenez-vous, l'école, les combinatoires, les statistiques, vous avez fait ça? Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et ça augmente très très vite. Enfin, je veux dire, le nombre de combinaisons augmente extrêmement rapidement. C'est une factorielle.
Si vous avez 100 nœuds et 5 chars, ça fait 75 millions de possibilités. Et souvenez-vous, c'est au dénominateur de ma mesure de blast radius. Donc vous réduisez l'impact pour les clients. En fonction du nombre de clients qui overlappent deux cells, vous pouvez tomber à 0,0000 quelque chose. Et une infrastructure avec 100 nœuds, c'est pas, bon, c'est grand, mais c'est pas énorme. Donc, faites confiance à la magie des maths, à la combinatoire. Il faut que votre client soit fault tolerant. Il faut que le client soit capable de reprendre en cas d'erreur, qu'il implémente les retries, toutes les choses qu'on a dit avant. Et il vous faut un mécanisme de routage. Ça, c'est la partie peut-être un peu plus difficile et que je n'aborde pas ici. Il faut un truc qui distribue sur les différentes cells statiquement, qui puisse associer un numéro de cell à un client, que ce soit une session client, un client ID. De nouveau, DNS, probablement le moyen le plus simple, et sans DNS, des proxys, un front-end proxy que vous allez mettre entre le load balancer et vos cells, et le proxy sera capable de faire la distribution de vos requêtes. Pour terminer, mais sans aller trop dans les détails, une fois que vous êtes confiant que votre système est capable de résister aux pannes, que ce soit aux pannes matérielles ou aux pannes logicielles, aux bugs qu'il y a dans nos applications, comment vous pouvez tester ça et tester à grande échelle? Et une des façons qu'on fait chez Amazon, chez Netflix aussi, c'est d'introduire un peu de chaos dans le système, c'est faire ce qu'on appelle du chaos engineering. Et j'ai un talk complet d'1 heure juste sur le chaos et les techniques de chaos et les outils que vous pouvez utiliser. Mais ici, je vais vous juste donner quelques idées, quelques pistes à explorer. L'idée du chaos engineering, c'est pas de mettre le chaos, évidemment, c'est pas de foutre le bordel en production, mais c'est de pouvoir mesurer, d'expérimenter, de valider vos hypothèses dans un environnement contrôlé, de manière à gagner confiance dans vos systèmes, dans votre architecture. Chez Amazon, on appelle ça des game days. On a commencé ça il y a très longtemps avec un principal engineer qui s'appelle Jess. Je vous invite à aller voir, vous aurez les slides, je vais les poster sur Twitter juste après. Vous aurez sur cette vidéo, il explique les principes du chaos. Et l'idée, pour tester la résilience, c'est d'introduire des pannes dans le système. C'est de dire, voilà, je vais tuer une instance et voir ce qui se passe. Alors ça, c'est peut-être un peu extrême, on ne commence pas par là, mais ça peut être des toutes petites choses. Je vais augmenter un peu la latence de ma base de données. Vous seriez surpris de voir combien de systèmes ne résistent pas ou résistent mal à simplement une base de données qui devient un peu plus lente, qui au lieu de répondre en quelques dizaines, centaines de millisecondes, répond en quelques secondes, et voir les conséquences que ça a sur votre système. Donc l'idée du chaos, c'est de travailler en équipe, de bien connaître son système, ses métriques, quelle est la charge nominale du système quand tout va bien, d'introduire un changement, tester une hypothèse, que se passe-t-il si j'insiste, un changement à la fois, et puis regardez comment ça marche, tant au niveau du système qu'au niveau des gens. Combien de temps il vous faudra pour remarquer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système? Est-ce que vos alarmes se déclenchent? Est-ce que vous avez des alarmes? Comment vont réagir les gens quand les alarmes vont se déclencher? Qui va être appelé? Qui est de garde, etc. Donc, je ne parle pas que juste tester le système, je parle vraiment de tester l'organisation en complète pour voir comment les gens et les systèmes réagissent aux erreurs qui peuvent arriver. Alors, il y a des tas d'outils qui existent, vous en trouvez des payants, des open source. Netflix, il y a plusieurs années déjà, a réalisé sur GitHub le Simian Army, qui est une collection d'outils qui permettent d'introduire des pannes dans un système, d'augmenter la latence dans un système, de tuer une machine virtuelle, de changer une règle dans un security group, donc un firewall pour dire « Ah, maintenant, plus de trafic HTTP sur ces instances-là, qu'est-ce qui va se passer ?» Ça peut être des petites choses, ça peut être des grosses choses. Eux sont capables de simuler une zone de disponibilité qui disparaît. Donc c'est assez, il faut déjà pas mal de confiance pour faire ce genre de test en production, mais c'est ce que Netflix fait. Ils tournent leur chaos, ils font leurs expériences de chaos en production. Et l'idée chez Netflix, c'est de dire à tout moment, on doit pouvoir tuer des instances ou perdre une zone de disponibilité, voire perdre une région AWS sans impacter l'expérience client. Donc les systèmes doivent être suffisamment résilients pour rebalancer la charge sur une autre zone de disponibilité, sur une autre région dans le pire des cas. Parfois, c'est des choses plus subtiles. C'est simplement vérifier que les instances soient compliant. Imaginez que vous ayez une règle qui dit toute instance qu'on lance, elle doit avoir un tag qui donne le cost center, qui donne le nom de l'owner, qui donne, je ne sais pas moi, la date à laquelle elle a été lancée. Non, ça c'est peut-être trop facile. Ils ont aussi des monkeys, donc des bots, qui automatiquement vont scanner leur infrastructure
et terminer des instances qui ne sont pas compliant. C'est un très bon moyen pour apprendre aux développeurs à taguer ces machines. Vous laissez la liberté de ne pas taguer, mais si vous ne taguez pas, votre machine se fait tuer quelques minutes après. Vous la relancez, elle se refera tuer jusqu'au moment où vous avez appris, où vous apprendrez ce qu'il faut faire pour garder une machine en production chez Netflix. Donc Chaos Engineering, c'est l'art d'expérimenter sur un système distribué de manière à gagner de la confiance sur ce système, pour voir comment ce système se comporte dans des conditions turbulentes, dans des conditions dégradées. Et de nouveau, ça ne doit pas être tuer des instances en production directement, commencez pas par là. Ça peut être simplement utiliser des commandes pour générer beaucoup d'IO sur une machine virtuelle ou générer beaucoup de CPU. Vous mettez le CPU à 100%, vous allez voir ce qui va se passer sur une instance, sur 2 instances, sur 3 instances, etc. Utilisez les outils. C'est un test qui est assez amusant aussi, c'est de ralentir les résolutions DNS, voire d'arrêter des résolutions DNS. Vous changez une IP table sous Linux, pour bloquer le trafic UDP 53, et la machine sera plus capable de faire de résolution DNS. Que va-t-il se passer quand vous faites ça sur vos applications? En général, ça ne va pas bien. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai basé ce talk et d'autres sur l'excellente série de blogs de mon collègue Adrian Hornby, qui est spécialisé là-dedans. Il ne fait que ça, que de la résilience, que du chaos. J'en ai mis que 4 à l'écran, mais il y en a beaucoup plus. Il parle de résilience, il parle de chaos, il continue d'écrire. Il est assez prolifique sur Medium. Ad Horn. Vous allez avoir les slides dans quelques minutes, donc vous aurez les URL là-bas. En gros, si vous retenez une chose de mes 40 minutes ici, préparez-vous au pire. Le pire va arriver. C'est pas, je répète, votre application va planter. Donc soyez prêts à ça et soyez prêts à réagir, tant au niveau du code, comment le code va se comporter, que comment les gens vont se comporter. Qui va attraper l'alarme, quand, comment, quelle va être la communication dans vos équipes. Voilà, c'est presque tout pour moi. Pour vous remercier d'être resté tard, si vous allez à cette adresse-là, bit.ly, Xebi AWS, et que vous nous donnez un tout petit peu de vos données personnelles, on vous donne un chèque de $50 à AWS en crédit que vous pouvez mettre sur votre compte et récupérer. Les crédits sont valables jusqu'à fin de l'année prochaine. Si vous faites du serverless, $50, c'est énorme. Vous pouvez faire énormément de choses en serverless. Donc n'hésitez pas à les utiliser. bit.ly/xebi-aws. Merci. Les slides seront sur Twitter, Sepsto, d'ici quelques minutes. Je reste à votre disposition pour prendre des questions. N'hésitez pas à vous rejoindre, à aller au drink, mais si vous avez des questions, je les prends offline dès que j'ai enlevé mon micro. Merci.